Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo explicative du chapitre 13 de Gestion Finance qui porte sur les coûts partiels. Donc pour ce chapitre, je vous ai donné des petites fiches de cours. Je vous ai préparé 4 fiches de cours avec dans certains cas des applications plus ou moins longues. Mais ce sera un chapitre qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à étudier que le chapitre précédent. Donc j'ai divisé en 4 parties. La première partie, c'est la distinction entre ce qu'on appelle les charges fixes et les charges variables. Alors dans le chapitre précédent, on avait étudié la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Maintenant, on va voir les charges fixes et les charges variables. Le compte de résultat de la comptabilité financière met en évidence les charges et les produits. Le résultat d'exploitation de l'entreprise se calcule en déduisant du chiffre d'affaires l'ensemble des charges d'exploitation. La variation de l'activité de l'entreprise, ça désigne la variation du nombre de produits fabriqués et vendus. Pourquoi on parle de ça? Parce que on va vraiment parler dans ce chapitre du principe de variation de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire quand l'entreprise doit produire plus, doit vendre plus, etc. Donc là, il y a une augmentation de l'activité. Et quand l'activité diminue, c'est quand les quantités vendues baissent, quand les quantités produites baissent, etc. Alors toutes les charges ne se comportent pas de la même manière par rapport aux variations du niveau d'activité justement. Il y a des charges qui ne varient pas, quelles que soient les quantités produites, ou alors elles varient d'un coup, mais ça on y reviendra, et on appelle ça des charges fixes. Là-dessus on retrouve des impôts locaux, le loyer, les amortissements, les salaires des administratifs, les assurances, etc. Tout ce qui ne risque pas d'augmenter si notre activité s'accélère. Et inversement, c'est-à-dire qui ne risque pas de diminuer si notre activité diminue. Ensuite, il y a d'autres charges qui évoluent avec l'activité de l'organisation. Elles, ce sont les charges variables. Si l'activité augmente, par exemple si on a plus de produits à fabriquer, eh bien ces charges variables vont augmenter aussi proportionnellement. Et inversement, c'est-à-dire si l'activité diminue, ces charges variables, attendez, zut, une image, dommage. Si l'activité diminue, ces charges vont diminuer aussi. Donc là-dedans, on a les consommations de matières premières. Plus vous produisez, plus vous utilisez de matières premières. Moins vous produisez, moins vous en utilisez. Consommation d'énergie, pareil, imaginez pour l'électricité. Si vous produisez plus, vous allez certainement utiliser plus d'électricité, etc., etc. En gros, tout ce qui risque d'augmenter si notre activité s'accélère et inversement. Il faut savoir aussi que toute charge est forcément variable ou fixe. Dans certains cas, c'est les deux, mais ici, on ne va pas s'en occuper. Donc, en résumé, les charges variables, elles évoluent avec le niveau d'activité. Les charges fixes, elles, non. Elles ne sont pas affectées par le niveau d'activité, ou alors elles augmentent d'un coup. C'est-à-dire ce n'est pas proportionnel. Imaginez un loyer, par exemple, vous payez 1000 € de loyer par trimestre, imaginons. Seulement, il y a une clause dans le contrat qui dit que si vous dépassez, je ne sais pas, les 100 000 € de chiffre d'affaires, votre loyer passe à 3000. Ben là, c'est pareil. Ça reste à 1000 € votre loyer, mais imaginez qu'à un moment, vous dépassiez ce seuil, la charge fixe, elle passe d'un seul coup à 3000. Donc elle n'évolue pas proportionnellement, elle change juste d'un coup. Ça reste une charge fixe. Si elle n'évolue pas proportionnellement, ce n'est pas une charge variable. Alors quelques infos au niveau des charges variables et fixes totales. Ça portera sur la petite application que vous aurez juste après, celle qui est ici. Les charges variables totales. Si le niveau d'activité augmente, les charges variables totales augmentent. Si le niveau d'activité diminue, les charges variables totales diminuent. Ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Pareil pour les charges fixes, si le niveau d'activité augmente ou diminue, elles ne bougent pas. Par contre, au niveau des charges unitaires, les charges variables unitaires, selon le niveau d'activité, justement, elles ne bougent pas. Imaginez que vous utilisiez 10 € de matière première pour fabriquer un produit. Si vous fabriquez un seul produit, ça vous coûte 10 €. Si vous en fabriquez 10, ça vous coûte 100. Mais dans tous les cas, c'est 10 € par produit, ça ne bouge pas. Par contre, les charges fixes unitaires, si le niveau d'activité augmente, elles diminuent. Et si le niveau d'activité diminue, elles augmentent. Pour comprendre ça, je vais utiliser une petite explication juste en dessous. Alors en effet, pour les charges variables, c'est simple. Elles sont proportionnelles au niveau d'activité. Leur valeur unitaire est toujours la même. J'ai besoin de 10 carottes, voilà un autre exemple. J'ai besoin de 10 carottes pour 1 litre de soupe. J'aurai besoin de 50 carottes pour 5 litres de soupe. C'est toujours 10 carottes par litre. Par contre, pour les charges fixes, on sait qu'elles ne bougent pas avec le niveau d'activité. Donc les charges fixes totales ne bougent pas. Mais pour les unitaires, on va reprendre l'idée de la soupe de carottes. Vous avez une casserole d'1 litre de soupe. Si vous répartissez cette casserole entre juste 2 bols, vous aurez un demi-litre par bol, donc 50 centilitres. Mais par contre, si cette fois vous la répartissez entre 10 bols, il y aura seulement 10 centilitres par bol.
donc il y en aura moins à l'unité. C'est le concept en fait des économies d'échelle, que vous connaissez certainement rien qu'en management. Plus on produit, plus les charges fixes unitaires sont baisses, et donc plus le coût de revient du produit diminue. C'est pour ça que les entreprises font souvent en sorte de produire en grande quantité pour pouvoir réduire les coûts le plus possible. Alors l'application, je vous la laisse, je vous laisse faire. Ensuite, deuxième point du cours sur les coûts partiels, le compte de résultat différentiel. En utilisant la notion de charge variable, on peut mettre en évidence des résultats intermédiaires, qu'on appelle aussi des marges. Alors une marge, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se calcule toujours sur le même principe. Marge sur coût quelque chose, ça se calcule en faisant chiffre d'affaires moins coût quelque chose en question. Donc l'exemple qu'on a ici, qu'on va étudier, la marge sur coût variable, c'est chiffre d'affaires moins coût variable. Dans le chapitre précédent, on avait vu les charges directes et indirectes. Si on voulait calculer la marge sur coût direct, ce serait chiffre d'affaires moins coût direct. Toujours le même principe. On n'oublie pas que les charges sont soit fixes, soit variables. Donc les deux types de charges ensemble forment le total des charges. Ce qui fait que si vous faites chiffre d'affaires moins total des charges, ça fait ce qu'on appelle le résultat différentiel. En tout cas, dans cette situation, ça fait le résultat différentiel. Son calcul est toujours présenté dans le tableau ci-dessous, qu'on appelle compte de résultat différentiel. Alors il a un nom qui peut faire un peu peur, mais en réalité il est très simple. Il est toujours formé de la même manière, 5 lignes, avec les mêmes soustractions, chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable, marge sur coût variable moins charge fixe égale résultat différentiel. Et il y a toujours aussi la colonne des pourcentages, car il y a surtout ce pourcentage-là qui est important, c'est ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Pour calculer cette colonne, c'est simple, vous prenez le montant qu'il y a ici, divisé par chiffre d'affaires fois 100, et vous trouvez le pourcentage de charge variable. Pour la marge sur coût variable, vous prenez le montant qui est ici, divisé par le chiffre d'affaires fois 100, vous trouvez le taux de marge sur coût variable. Voilà, je vous ai mis la formule ici de toute façon. Voilà. Alors petite astuce aussi pour les calculs, le taux de chiffre d'affaires il est toujours de 100%, c'est logique parce que vous faites un nombre divisé par le même nombre fois 100, ça fait 100. Par contre la somme du taux de charge variable, c'est-à-dire celui-là, et du taux de marge sur coût variable, ça fait toujours 100. Donc imaginez que là on est 30% de charge variable, forcément la marge sur coût variable elle est de 70, parce que la somme des deux fera toujours 100. Alors un petit exemple ici, l'entreprise TSTMG réalise un chiffre d'affaires de 100 000 € et a dépensé 80 000 € de charges, dont 25% sont variables. Donc notre chiffre d'affaires il est là, 100 000. C'est 100%, ça bouge pas. Les charges variables ensuite, elle a dépensé 80 000 € de charges, dont 25% sont variables. 25% de 80 000, ça fait 20 000. 20 000 divisé par 100 000 fois 100, ça fait 20%. La marge sur coût variable, vous faites 100 000 moins 20 000, ça fait 80 000, donc 80%. Les charges fixes, vu que c'était 20 000 de charges variables sur 80 000, les 75% restants, ça fait les charges fixes, donc 60 000. 80 000 moins 60 000, ça fait 20 000. En sachant que ce que j'ai encadré ici, j'ai marqué ne bougeront plus. Ça veut dire que les deux taux qui sont ici et le montant des charges fixes, dans cette entreprise, quelle que soit la modification de l'activité, ça ne bougera pas. Notre chiffre d'affaires il peut être d'1 million, le taux de charge variable sera toujours de 20%, le taux de marge sur coût variable sera toujours de 80%, et les charges fixes seront toujours de 60 000. Ça, ce sont les éléments qui ne bougeront plus. Donc on sait que dans tous les cas, la marge sur coût variable est toujours de 80% du chiffre d'affaires et donc les charges variables 20% dans cette entreprise. Car n'oubliez pas que les charges variables unitaires sont toujours stables. En gros ça correspond un petit peu aux charges variables unitaires, aux charges unitaires, et ça aux charges totales, un peu. De même, le montant des charges fixes restera toujours le même. Maintenant c'est à votre tour, refaites le même tableau en imaginant une hausse du chiffre d'affaires de 20%. La solution, vous l'avez page suivante, on passe directement à la troisième fiche de cours. Maintenant, le seuil de rentabilité. On passe à l'étape suivante, et ça, c'est l'étape la plus importante. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est égal à 0. L'organisation ne fait ni perte ni bénéfice, donc c'est le chiffre d'affaires qui est égal à la somme des charges variables et des charges fixes, donc de toutes les charges de l'organisation. Et c'est grâce au compte de résultat différentiel qu'on peut le calculer. C'est aussi le moment
c'est aussi le moment où la marge sur coût variable et les charges fixes sont égales. À un moment, ça pourra vous servir. Parce que vous savez que le résultat différentiel, vous le trouvez en faisant marge sur coût variable moins charge fixe. Si vous faites un montant moins le même montant, forcément, ça vous fait 0. Donc, les charges fixes et la marge sur coût variable, ici, sont égales. Donc là, j'ai repris notre compte de résultat différentiel de la fiche précédente. J'ai trouvé le seuil de rentabilité en avance. Il est de 75 000. Si vous regardez, 20% de 75 000, ça fait 15 000. Il nous reste donc 60 000. On a 60 000 de charges fixes, ça fait 0. Voilà. Ce 75 000, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si on réalise ce chiffre d'affaires, le résultat est nul. Si on fait 1 centime de moins, on fait une perte. Si on fait 1 centime de plus, on fait un bénéfice. Et à partir du moment où on atteint ce chiffre d'affaires, tout euro de plus de chiffre d'affaires qu'on réussit à faire, c'est forcément que du bénéfice pour nous. Donc là, je vous ai mis le calcul ici. Le seuil de rentabilité, on a fait 60 000 divisé par 0,80. Pourquoi? Parce que la formule, elle est ici et elle est à connaître par cœur. Seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Alors il y a d'autres calculs qui sont reliés au seuil de rentabilité, notamment le plus connu, le point mort. Si le chiffre d'affaires de l'organisation se développe régulièrement dans le temps, on peut le déterminer par calcul ou graphiquement. On va voir que par calcul. C'est ce qu'on appelle la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Ça fonctionne bien sûr que quand on est dans une activité constante. Donc on imagine que on produit de la même manière toute l'année. Pour le calculer, vous faites votre seuil de rentabilité en euros fois 365 divisé par votre chiffre d'affaires. Le résultat, ça donne un nombre de jours. C'est important, ce n'est pas des euros, c'est des jours. Et ces jours, ensuite, il faut les convertir en dates. Un exemple, on a un chiffre d'affaires annuel de 100 000, un seuil de rentabilité de 75 000. J'ai repris l'exemple qu'on avait avant. On fait 75 000, le seuil de rentabilité, fois 365 jours, divisé par 100 000, le chiffre d'affaires. Ça fait 273,75, soit 274 jours. On arrondit, on ne s'embête pas. Et ensuite, en vous servant des jours, en comptant les jours dans l'année, vous essayez de retrouver à quoi correspondent ces 274 jours. Alors, c'est pas que c'est difficile, c'est surtout que c'est fastidieux. Vous vous en doutez. Vous devez compter en vous disant, bon alors en janvier il y a 31 jours, plus en février il y en a 28, plus en mars il y en a 31. C'est pour ça qu'à l'examen, bon, vous prenez la calculette et puis vous calculez à la dure, comme ça, 31 plus 28 plus 31, pour essayer de retrouver la date la date qui correspond à ce nombre de jours. Là par exemple, 274 jours, ça correspond à peu près au 1er octobre. Donc ça veut dire que on atteindrait notre seuil de rentabilité normalement le 1er octobre. Plus le seuil de rentabilité est atteint tôt dans l'année, c'est-à-dire plus le point mort est bas, plus l'organisation est à l'abri d'un retournement de tendance qui ferait chuter son activité ou ses ventes. C'est-à-dire, imaginez que votre seuil de rentabilité vous l'atteignez en décembre, donc tout à la fin de l'année. Imaginez que pendant l'année vous avez une crise, et que donc vous avez vos ventes qui chutent, vous ne pourrez pas atteindre de bénéfices, parce que vous êtes trop juste par rapport à votre point mort. Par contre, si votre point mort il est au mois de mai, imaginons quelque chose de fantastique, votre point mort est au mois de mai, si vous avez une crise de 2-3 mois, que pendant 2-3 mois il y a un problème avec vos ventes et que vous ne vendez plus rien, c'est pas grave, vous ferez quand même un bénéfice normalement. Alors pour finir, je vous ai mis un résumé des formules, le seuil de rentabilité, donc le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est égal à 0, le point mort, le nombre de jours dans l'année avant d'atteindre le seuil de rentabilité, et je vous ai aussi rajouté la marge de sécurité. C'est très facile, c'est la perte de chiffre d'affaires supportable sans faire de perte de bénéfice. Il vous suffit de faire chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. C'est la différence en gros entre le minimum à faire pour pouvoir faire un bénéfice et ce que vous avez fait. Donc cette différence-là, ça peut être une perte de chiffre d'affaires potentielle, mais qui n'entraînerait pas de perte de bénéfice. Et enfin, l'indice de sécurité, ça vous donne la même chose, mais en pourcentage du chiffre d'affaires. Vous faites marge de sécurité divisé par chiffre d'affaires fois 100. Il nous reste maintenant la dernière partie. Ah oui, juste quelques formules utiles, c'est vrai. Petit rappel, prix unitaire fois quantité vendue, ça fait chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires fois le taux de marge sur coût variable moins les charges fixes, ça fait le résultat. Parce que chiffre d'affaires fois taux de marge sur coût variable, ça fait marge sur coût variable. Quand le seuil de rentabilité est atteint, la marge sur coût variable et les charges fixes sont égales. Maintenant, vous avez l'application.
Et on peut passer au dernier point, l'impact d'une commande et les limites de la méthode. Donc là, c'est plus du théorique par contre. Quand une nouvelle commande se présente, le dirigeant peut évaluer son impact sur le résultat. C'est ce qu'on appelle un résultat marginal. Marginal, ça veut dire qui correspond à une unité en plus. Si la commande ne change pas la structure de l'entreprise, car elle dispose déjà des capacités de production nécessaires, donc c'est l'exemple que je vous ai donné avant avec le loyer, on n'est pas dans une situation où notre loyer va augmenter d'un coup parce qu'on a atteint un seuil de chiffre d'affaires. Les charges fixes donc seront constantes, quelle que soit la situation. Donc le résultat normal augmentera du montant suivant, à savoir variation du résultat égale quantité de cette nouvelle commande fois marge sur coût variable unitaire. Donc le résultat va juste augmenter de ça, de votre marge sur coût variable unitaire fois le nombre de produits de cette commande supplémentaire. Regardez, je vous ai rajouté un petit encadré ici. Le coût d'une unité supplémentaire produite, donc qu'on appelle coût marginal, vu que c'est le coût d'une unité supplémentaire, il est composé des charges variables proportionnelles aux quantités supplémentaires produites, donc charge variable fois quantité, et des charges fixes additionnelles s'il y a un changement de structure de production. Donc le cas où on atteigne notre seuil de chiffre d'affaires qui fait augmenter notre loyer, et donc là on rajouterait le loyer supplémentaire dans le coût. Comme l'environnement est instable, il est intéressant de réaliser des simulations pour évaluer l'impact d'un événement sur le résultat. Ça aidera à prendre des décisions. Le dirigeant peut s'interroger sur l'impact d'une commande qui modifierait la structure de l'entreprise, faisant alors augmenter les charges fixes. Cette commande aura un impact sur le résultat à déterminer avant de l'appliquer. Donc, cette variation du résultat, c'est quantité de la commande fois marge sur coût variable unitaire, moins hausse des charges fixes. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Vous prenez la formule de base qui est ici, et vous enlevez en plus la hausse des charges fixes. Ah bon, cette formule, c'est vraiment la formule de base. Ensuite, le dirigeant peut s'interroger sur le chiffre d'affaires à réaliser pour atteindre un résultat donné, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires cible. Alors, je vous ai mis en rouge gras ici les inconnus. Le chiffre d'affaires recherché fois taux de marge sur coût variable moins charge fixe égale le résultat qu'on cherche à atteindre. Donc après, vous résolvez cette équation en considérant que le chiffre d'affaires recherché, c'est l'inconnu. Et donc, vous pouvez retrouver le chiffre d'affaires qui correspond au résultat que vous cherchez à atteindre. Ou alors, vous pouvez aussi faire résultat qu'on cherche à atteindre plus charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Bon, cette formule est un peu plus tordue. Comme dit, essayez juste de retenir les formules de base. Celle-là, moins les charges fixes s'il y a un changement dans les charges fixes. Voilà, déjà ça, c'est le plus important. Le dirigeant peut s'interroger sur l'impact d'une modification du prix de vente. Dans ce cas, la marge sur coût variable se trouve modifiée. S'il y a un changement de prix de vente, la marge sur coût variable est modifiée. Donc le taux de marge sur coût variable va évoluer. Ce qui fait que malgré cet intérêt, la méthode du coût partiel possède des limites. Déjà, en réalité, les charges variables ne varient pas exactement de manière proportionnelle ou à l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise, pas juste pour les cours pour simplifier, dans la réalité, on s'en sert aussi, mais on dit que c'est proportionnel, mais en réalité, ça l'est pas forcément. C'est pas exactement proportionnel. Et enfin, la difficile répartition des charges fixes rend cette méthode bien adaptée aux entreprises qui ne proposent qu'un type de produit ou de service. On ne va pas l'étudier parce que c'est beaucoup plus pointu, mais quand vous avez une entreprise qui qui propose plusieurs types de produits ou plusieurs services, vous ne pouvez pas faire cette méthode sur une fois par produit. Vous ne pouvez pas faire cette méthode par produit, c'est beaucoup trop compliqué. Donc elle ne fonctionne que pour calculer globalement sur l'entreprise. Voilà, donc là on a fait toute la partie cours. Sur ce point, je vous ai mis deux applications. Ce n'est pas des applications qui sont directement liées au point 4, mais qui sont liées un petit peu à tout le chapitre. Donc ça, c'est vraiment deux applications globales sur le chapitre. Voilà, j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo autant que vous avez besoin, ou même de juste l'écouter pendant que vous êtes en train d'étudier votre cours. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.